Patrice, comment tu vas? Hey, Stan, ça va bien? Ça fait un petit bout de temps, mais merci de m'avoir dans ton monde à toi et de partager avec tes followers. Ça fait plaisir de l'avoir. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent peut-être pas, mais il y en a beaucoup aussi qui le connaissent. Patrice Bernier, c'est une légende, moi j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs cette saison de faire une vidéo avec Willou où on a parlé du concept de légende. Et moi, j'ose mettre Patrice Bernier à l'intérieur, je dis bien, de ce concept-là et de dire c'est une légende du football. Tout simplement parce qu'il a eu à marquer son empreinte dans le football québécois. Il a été capitaine de l'Impact de Montréal pendant des années. Il a même été le capitaine de Didier Drogba. C'est pour dire à quel point c'est pas donné à tout le monde, franchement, d'avoir été le capitaine de Didier Drogba. Tu as eu un parcours exceptionnel au courant de toute ta carrière en tant que joueur, entraîneur. Te présenter, ça pourrait prendre des heures et des heures. Mais j'ai envie de savoir un tout petit peu ton passage, ton cursus. Comment tu es arrivé en fait à tout cela en fait. Ouais, ben, simplement, voilà, bon, je suis né ici déjà à Montréal et au Québec, donc on sait bien que le Canada est plus reconnu pour le hockey sur glace. Et donc j'ai joué au hockey sur glace aussi, mais moi je suis d'origine haïtienne et le soccer en étant roi tout partout à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Et j'ai grandi dans les deux sports, mais le soccer a toujours été un sport qui m'a poussé à voir plus loin. J'ai grandi avec un père qui m'a raconté beaucoup sur le Brésil, Pelé, à cette époque-là. Donc, moi, mon rêve, c'était d'aller à la Coupe du Monde. Et mon cheminement m'a amené à être professionnel à l'âge de 20 ans. J'ai commencé à l'Impact de Montréal, qui jouait en deuxième division, qui n'était pas la MLS, la USL à l'époque. Et après 3 saisons professionnelles, c'est là que ben, moi, j'ai toujours eu les yeux rivés sur l'Europe. Et à travers la jeunesse, j'ai lu les France Football, donc j'ai appris à connaître que ben, la sphère du monde, ça se passe là-bas. Et je suis parti en Europe, en Norvège, précisément à 23 ans. J'ai fait un petit bout de temps là-bas, 4 ans de temps. J'ai joué dans le sud de Oslo, à Moss, mais j'ai surtout participé en première division à Tromsø, qui est tout au nord. Donc, si vous cherchez, c'est vraiment 350 km à l'intérieur du cercle polaire. Et j'ai passé du temps, mais c'est là qu'en même temps, mes premiers moments européens en Norvège m'ont permis de aussi tomber dans la sphère européenne du soccer. Je n'ai pas joué la Ligue des Champions, mais j'ai participé à la Coupe d'UEFA à l'époque, qui est maintenant la Europa League. Et c'est là que là, j'ai croisé AS Roma, j'ai joué contre Strasbourg. Et ça permis de voir ce que c'est le football que je regardais à la télé de Montréal. Et je suis passé à l'Allemagne, j'ai passé une année au FC Kaiserslautern, qui est le 5e club le plus réputé en Allemagne. Donc, ça m'a permis de voir vraiment, c'est juste après la Coupe du Monde. Donc, j'ai vu l'Allemagne sur un autre niveau, les stades pleins, puis même si c'était la Bundesliga 2, c'était des stades moyennes de foule de 30 000. Et ensuite, j'ai passé un très bref temps là-bas, 1 an. Je suis allé au Danemark et j'ai joué pour le club du FC Nordsjælland. Ceux qui connaissent un peu mieux maintenant, c'est un club très jeune de formateur, mais j'étais un joueur vétéran. J'ai passé 3 ans et demi et j'ai fini à Lyngby, qui est un autre club de Copenhague, mais plus petit. Et par 2012, ben, j'ai eu la chance de pouvoir revenir à la maison, mais cette fois-ci au chapitre de première division. Là, la Major League Soccer arrivait à Montréal et moi, ben, j'avais passé 9 ans de temps en Europe, raffiné par le football européen, mais pouvoir le rapporter ici au Québec et jouer chez moi, dans ma cour, mais contre maintenant d'autres équipes américaines et d'autres équipes canadiennes. Et tranquillement, comme tu l'as dit, ben, le monde européen a commencé à tranquillement se diriger là. Et puis, ça m'a permis de devenir un peu ami avec Thierry Henry, à être rival, mais après ça, le connaître. D'avoir des joueurs comme Didier Drogba à venir, Marco Di Vaio, Alessandro Nesta, et puis d'affronter des joueurs comme Kaka, David Villa. Donc, je suis parti de Montréal pour aller en Europe pour essayer de rentrer. Comme vous pouvez voir, je suis un fan du FC Barcelone. Et je voulais aller jouer à la Liga là, mais c'est finalement en revenant à Montréal que, ben, en fait, les grandes stars européennes, les grandes stars planétaires, j'ai pu les croiser et jouer contre, même si c'était peut-être sur la fin de leur carrière. Et ouais, j'ai eu une carrière de 18 saisons qui m'a promené de 9 ans de temps à Montréal et 9 ans de temps à l'Europe. Et en même temps, représenter mon pays à 56 sélections. Puis, comme tu l'as dit, le Hall of Fame, là, il y a la Premier League qui a son Hall of Fame maintenant. Ça devient, c'est plus nouveau. Donc, oui. Et d'ailleurs, c'est que c'est quand même assez drôle parce que je me dis finalement, dans la fin de l'histoire, les grands esprits se rencontrent souvent. Moi, j'ai pas peur de le dire et ça, tout le monde le sait. Mon joueur préféré, c'est Thierry Henry. Et finalement, vous êtes tous les deux des Hall of Famers.
Ouais, bah, on l'a fait en Premier League, ça c'est un autre niveau. Quand même, Mais ça reste quand même Hall of Fame. Nous, on est Hall of Fame de rien du tout. Donc, si un jour on est Hall of Fame de quelque chose, ce sera un plaisir. Tu as eu un parcours vraiment assez intéressant, en fait, tu vois, parce que tu as eu l'occasion de voir les deux côtés de la médaille. Tu as un côté nord-américain qui est totalement différent et tu as un côté européen aussi où, dans le fond, le côté européen, je pense que nous tous, il nous a fait rêver un peu. Parce que je me dis, nous tous, en étant jeunes, on a regardé ces grands clubs-là et on s'est peut-être dit à un moment donné, si on avait la chance ou le talent, on irait jouer là-bas. Tu as eu l'occasion d'aller en Europe très, très jeune. Aujourd'hui, le fait de revoir de voir le changement, de voir le fait que, en fait, c'est l'Europe qui s'intéresse à l'Amérique du Nord. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a Lionel Messi qui vient d'arriver, on va en parler, mais avant lui, il y en a eu d'autres. Tu as eu l'occasion de jouer avec un joueur comme Di Vaio, qui est un joueur que nous, quand on était jeunes, on regardait. Il faisait partie des grands attaquants italiens, les attaquants méchants, les gars, qui n'avaient pas de pitié. C'est les mecs qui n'avaient qu'un seul but, c'est même des buts. En fait, avant Haaland, il y en avait d'autres, c'est juste qu'ils n'avaient peut-être pas les mêmes ratios que Haaland, parce que lui, c'est un extraterrestre. Mais Di Vaio était ce genre de joueur-là, ce genre d'attaquant-là. David Beckham est venu aussi assez tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment tu le sens en fait, tous ces gars-là avec qui tu as eu l'occasion de jouer, qui sont venus super tôt, c'est des pionniers, c'est des... ouais, non, c'est un bon point que tu dis, parce que quand je suis revenu en 2012, moi je ne suis pas revenu parce que c'était la MLS, c'était chez moi, Montréal, et le club arrivait en première division. Mais il est clair que pour moi, quand je jouais au Danemark, le championnat était de meilleur niveau. Là, en 10 ans de temps, les choses ont constamment amélioré. Puis bon, on sait maintenant, pour que Lionel Messi arrive, c'est extraordinaire. Mais tu l'as dit, il y a des pionniers. David Beckham, déjà à son arrivée, a créé un intérêt pour la MLS. Parce que on sait, David Beckham avait déjà cet appeal, cette reconnaissance mondiale. Et les gens se sont dit, ben, pourquoi il va aux États-Unis? On peut comprendre, mais est-ce que c'est un championnat qu'on peut mesurer? Parce que beaucoup de joueurs allaient plus vers le sud, vers l'Arabie Saoudite, le Qatar, finir la carrière là-bas. Pourquoi aller en Amérique du Nord? Et puis les Thierry Henry et Didier Drogba ont suivi. Et depuis 2012, mais on peut clairement voir que le championnat a grandement amélioré, évolué. Pour vous dire, le CF Montréal, l'Impact de Montréal, quand il est rentré, le prix de franchise, c'était 43 millions. Là, maintenant, il y a une franchise nouvelle qui s'en vient à San Diego en 2024. Elle coûte 500 millions. Et ça vous dit que, au niveau de l'évolution des marchés, et que maintenant, il va y avoir 30 équipes. Et je dirais que surtout que là, on avait des joueurs européens qui arrivaient en fin de carrière, des grands noms. On semblait qu'on voulait les attirer pour attirer l'intérêt. Mais depuis quelques années, c'est surtout que là, on a remarqué qu'il y a du talent en MLS. Et on a vu les Alphonso Davies, les Tyler Adams et ces joueurs-là qui ont été transférés de la MLS à l'Europe. Et maintenant, tranquillement, on espère que je pense en MLS, qu'il y a des joueurs à un très bon âge qui choisissent la MLS comme ligue de choix. Et on peut voir Lorenzo Insigne qui est toujours à un bon âge dans le firmament de sa carrière. On sait, bon, il est bien payé, on ne va pas se le cacher, OK? Mais il a fait un choix de quand même venir, en étant un international italien, de venir jouer une meilleure partie de sa carrière en Amérique du Nord et à Toronto spécifiquement. Mais ça démontre que là, c'est plus juste un championnat de retraite, si on dit, ou de pré-retraite. C'est un championnat qui est intéressant. Et puis pour beaucoup de joueurs qui sont venus, puis si vous avez la chance j'ai la chance de jaser avec Thierry Henry et Didier Drogba, mais ils vont dire que le championnat, athlétiquement, il était demandant. C'est sûr, au niveau d'exécution et technique et de raffinage, l'Europe, ça ne se compare pas. Mais au niveau de demande physique et de puissance, ils le comparaient à ce qu'ils ont déjà vécu en Premier League à ce niveau-là. Et là, mais maintenant, on voit que c'est plus raffiné tactiquement. Il y a des coachs européens, des coachs d'un peu partout dans le monde, des joueurs qui arrivent aussi de partout, de différents âges. Et la MLS a finalement embrassé la culture foot parce que les transferts, ce n'était pas quelque chose qui existait dans le monde de la MLS. C'était des échanges de joueurs, mais intra-ligue. Et là, maintenant, il y a un vivier de jeunes joueurs qui se voient que c'est un beau championnat de développement. Ils peuvent partir et certains joueurs voient la MLS, c'est intéressant. Et pour un Messi qui se dit, je peux venir dans ce championnat parce que peut-être je n'aurai pas le même niveau de stress. Il n'y aura pas la requête de je dois gagner la Ligue des champions et que là, il peut jouer puis peut-être reprendre juste du plaisir parce qu'on sait que Messi va toujours être reconnu, mais au moins, il n'y aura pas les mêmes tensions d'attente de tout rafler dans une MLS qui maintenant, en 2023, il a vraiment grandi. Il y a un peu plus d'argent qui est injecté dans la Ligue
et qui permettent d'aller chercher, d'attirer des joueurs à un bon âge et des joueurs de bon nom. Et tu l'as dit en fait, parce que nous, ces dernières années, on a vu certains joueurs quand même qui sont venus et moi, j'étais surpris. Quand Giovinco, il arrive, je me dis, bon, Giovinco, il a peut-être encore des choses à gérer en Europe. En fait, je me dis, Giovinco, oui, bah, le plus récent, c'est Bernardeschi, ça m'a choqué. Personnellement, il n'y a pas longtemps, il était meilleur jeune joueur dans le championnat d'Italie. Et aujourd'hui, tu le vois attirer un MLS venir. Ricky Pucci, la même chose. Oui. Pas compris, on s'est dit, mais Ricky va faire quoi? Alors que Ricky, tu vois, chaque semaine, tu vois des highlights, des frappes de loin et tout, tu sens qu'il est en train de se faire plaisir. Et peut-être même qu'il redécouvre cet amour du football-là. Parce que des fois, on oublie un aspect mental et tout. Moi, je ne sais pas comment toi, tu le prends en tant que quelqu'un qui a été dans la ligue, qui a vu la ligue évoluer et qui peut-être à un moment donné, je me dis, on vous a peut-être pas, j'ai envie de dire, entre guillemets, respecté. À un moment donné, on vous a sous-estimé. On s'est dit, la MLS, c'est la MLS. C'est comme en ce moment ce qu'on dit du championnat de la Saudi League. Vous dites, la Saudi League, là, ils font beaucoup de bruit, machin et trucs. Peut-être que dans quelques années, le projet, il peut être cohérent. La MLS, le projet a été cohérent. Et aujourd'hui, je me rends compte que vous avez participé à cela, en fait. C'est parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà là, il y avait des gens qui travaillaient bien, il y avait des gens qui travaillaient de manière, je dis bien, sérieuse, sereine et tout, que finalement, d'autres grands joueurs sont arrivés. La MLS, elle a évolué. Toi, finalement, est-ce que tu le prends comme aujourd'hui un changement qui fait que genre, tu sens qu'on vous a plus respecté, que maintenant on vous respecte plus, qu'on met la lumière sur un championnat qui aurait déjà dû avoir cette lumière-là, peut-être? Oui, non, je crois que pour tout le monde qui est venu jouer, c'était, comme tu as mentionné Marco Di Vaio, c'était une expérience, c'était un autre défi. Parce qu'il avait joué déjà en France, en Italie, il est allé en Espagne. Mais il y a la culture américaine, je pense aussi, qui est attrayante pour certains joueurs qui sont là-bas. Parce que, bon, on connaît New York, LA sont des villes, mais pour certains, comme Didier Drogba, Montréal, c'était une ville, lui, francophone, de Côte d'Ivoire. Il y avait des liens de sûrement des gens qui connaissaient, qui sont venus à l'école, qui sont venus ici. Et donc, quand ils viennent, ils sont venus en sachant que pour jouer. Puis, tu sais, c'est des gens qui sont compétitifs, comme moi-même, que tu viens pas juste pour une balade, puis tu te dis, bon, OK, il est bon, il caresse bien le ballon. Non, ils veulent gagner, ils veulent démontrer qu'ils sont toujours au même standard. Et en même temps, leur temps-là a ouvert les yeux de qu'est-ce que le haut niveau est. Parce que quand tu vois ces joueurs-là et jouer, et puis... Sentiment d'infériorité un peu, genre, mentalement. Moi, je me dis dans ma tête, moi, si on nous met tous les deux sur le même terrain, j'ai un sentiment d'infériorité. Hein. Je regarde, je dis, c'est le tonton, il va me faire accrocher, je vais tomber, parce que les ligaments, ils vont, tu vois. Non, quand À ce niveau-là, et que tu as ces gens de coéquipiers, moi, je pense à ces jeunes-là, à l'Inter Miami, ils vont voir Messi dans le vestiaire. Ouais. C'est un délire. Tu sais, ce qui est venu naturellement pour moi, c'était, moi, je démontrais à Marco Di Vaio, Nesta ou Didier Drogba que je peux jouer avec eux. Que moi, qu'ils viennent jouer ici, mais le standard va pas être plus bas. Que même que ça, la compétitivité va être là. On sait que c'est pas Chelsea, c'est pas Juventus, c'est pas AC Milan, mais que tu es au même niveau que certains joueurs qui ont joué. Donc, c'était pour moi un défi de juste jouer, de dire, d'avoir leur respect footballistique. Parce qu'on sait, ils savent, ils viennent dans la vie, ils ont ton respect comme personne, mais le respect footballistique. Et à la fin, le plus grand moment que j'ai eu, c'est quand Thierry Henry m'a donné des éloges au-dessus de mes coéquipiers internationaux. Et donc, là, c'est là que tu dis, OK, là, je joue, mais j'ai le respect de ces joueurs-là. Et on sait qu'ils ont joué avec les Messi de ce monde, mais qu'ils te disent que ton niveau, il est quand même respectable et que moi, je sens que je rabaisse mon niveau et je n'ai pas besoin de diminuer pour jouer à votre niveau, que vous pouvez jouer à mon niveau et de l'atteindre. Et c'est intéressant et je pense que ça pousse. Quand Messi arrive, oui, là, il y a deux choses qui doivent arriver. C'est que tu as l'admiration pour le joueur, parce qu'on l'a vu ce qu'il est capable. Et moi, j'avais vu Diderot, parce que je l'ai vu à l'entraînement. Tu te dis, waouh, ces choses qu'ils sont capables de faire, à la vitesse, à l'exécution, à la raffinesse technique, pour des joueurs qui sont plus connus pour d'autres aspects, pas nécessairement de leur technicité avant tout. Et donc, mais après ça, c'est l'aspect compétitif. C'est de se dire, moi, je veux démontrer que je peux jouer avec ce gars-là, qu'on peut combiner, puis que même il va compter sur moi, pouvoir se reposer sur moi pour pouvoir exceller à même niveau. Parce que Lionel Messi, c'est drôle, parce que j'ai lu un commentaire que Kun Agüero aurait dit dernièrement. Il a parlé à son bon ami Messi qui lui a dit, ton équipe est au bas du classement présentement. Il a dit, non, mais là, nous, on doit faire les éliminatoires. Et tu vois, son état d'esprit compétitif, c'est, lui, il ne vient pas là pour dire, je joue, je prends plaisir, qu'on perd 0-3 au vent, ça fait non. Et lui, il dit, moi, je veux remonter pour qu'Inter de Miami soit le FC Barcelone de la MLS. Et c'est là, pour les jeunes et les joueurs qui vont être dans la ligue, les adversaires, ils ne vont pas vouloir prendre des petits ponts
puis se faire dribbler par Messi, puis devenir un highlight, un fait saillant qui va être global, parce qu'à la fin, maintenant qu'il va arriver, ben, les yeux vont être rivés sur la MLS, parce qu'on veut savoir est-ce que Messi va continuer à performer, à marquer les buts, à donner passes décisives. Est-ce qu'il est trop fort pour le championnat, ou est-ce que vraiment le championnat de la MLS a un niveau qu'on dit, ah, OK, c'est pas si simple que ça, que les Drogba et Henry ont passé, ils ont dit que c'était pas compliqué, mais qu'il y avait des rudiments qui fait que c'est une ligue respectable, que peut-être qu'on doit se dire, un jour, je voudrais peut-être jouer en MLS, puis aller jouer dans les grandes villes ou dans les grands championnats contre les gros joueurs. J'ai envie de rebondir là-dessus. Un jour, j'ai envie de jouer peut-être en MLS. Ça, c'est une question, je pense, qui revient de plus en plus souvent. Et c'est un paradoxe. Et c'est pour ça, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Il faut faire attention dans la vie, en fait. Parce que j'ai des gars, il n'y a pas longtemps, là, tu leur parlais de MLS, ils te disaient, je vais faire froid aux States. Ça ne m'intéresse pas, machin, tout ça, tout. Ils étaient dans une vibe de basket, de NBA ou d'autres choses, en fait. Aujourd'hui, les choses ont changé. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, récemment, lors de mes derniers voyages, les gens me disent, mais toi, tu viens du Canada. C'est vrai, vous avez plusieurs équipes MLS, vous en avez 3. Vous avez eu des grands joueurs qui sont arrivés. Les gars savent que les Bernardeschi, tout ça, ils sont à Toronto. Ils savent que DJ il est venu à l'Impact. Donc, dans tout ça, maintenant, il y a une question qui se pose, c'est de savoir, mais ça marche comment là-bas, en fait? Donc, la question que j'ai envie de te demander, c'est comment tu expliquerais à un jeune de... Parce que le système européen est différent. En Europe, comme disait Arsène Wenger, souvent à 10, 12, 13 ans, on détecte déjà ton talent. Souvent en Afrique et même des fois en Europe, il y en a d'autres qui vont être des late bloomers. Donc, ils vont atteindre beaucoup plus tard. Donc, des fois, ils vont aller ils vont faire le collège, ils vont avoir leur 18 ans et peut-être qu'à partir de ce moment-là, ils vont rentrer à l'université. Ici, en Amérique du Nord, tu as le système NCAA, tu as les universités et tout. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui, est-ce que demain, tu peux attirer plus de talents, mais super jeunes, et inverser le processus et vendre les joueurs beaucoup? Parce que moi, aujourd'hui, je vois des gars pertinents, Alphonso Davies, Taylor Adams, des gars pertinents rapidement qui vont en Europe et maintenant pour des grosses sommes. Là, je pense qu'il y a le petit Pépi qui va partir aussi. Des petits qui partent pour des grosses sommes. Donc, est-ce que ça peut changer? Comment est-ce que les jeunes peuvent venir, en fait? Oui, ben, tu l'as dit, c'est que le reste du monde... Comment arriver professionnel, la majorité du temps, tu es dans un centre de formation, tu es détecté, ou du moins tu fais ta place dans le club pro, ou tu essaies de faire ta place dans le monde professionnel. En Amérique, il y a d'autres avenues. Et donc, on sait qu'il y a toujours des histoires comme les N'Golo Kanté qui passent par d'autres petites ligues, puis on les a oubliés, puis ils finissent par éclore. Mais en Amérique du Nord, c'est vraiment les clubs maintenant ont leur propre académie, centre de formation. Mais par le passé, ce n'était pas nécessairement le vivier par lequel qu'on voulait aller chercher les joueurs régulièrement. On voulait aller chercher des joueurs plus établis. On allait en Amérique du Sud, en Amérique centrale, ou des joueurs déjà dans le système de la Ligue. Et, comme tu l'as dit, il y a aussi la formule NCAA, donc l'université. Et il y a un repêchage qui se fait en chaque début d'année. Donc, même si tu n'es pas dans une académie d'un club professionnel, comme le CF Montréal, l'Impact de Montréal, mais si tu es dans un collège américain, dans un bon programme qui est foot, bien, il y a des scouts qui vont à travers pour regarder quelqu'un qui a peut-être 19, 20, 21 ans, qui joue dans ce championnat-là, bien, peut-être que lui, il a le talent pour venir rentrer en MLS. Et il y en a plusieurs qui ont passé par ce cheminement-là et qui ont eu de belles carrières en MLS ou même qui sont partis après en Europe. Mais de plus en plus, là, on a compris le système des transferts. Et là, on a compris que l'argent rentre d'une autre façon. Parce que pour expliquer, la MLS, c'est une entité privée, fermée. Donc, beaucoup de l'argent qui rentre, ce sont par les nouvelles franchises. Et comme j'ai dit, San Diego qui arrive, c'est 500 millions. Ce montant d'argent-là revient dans la Ligue et c'est de l'argent qui est réinvesti dans la Ligue. Mais là, il y a les montants de transfert. Là, il y a les Tyler Adams, il y a les Aaron Aronson qui est à Leeds, il y a Pépi qui est parti à Wolfsburg. Là, on voit que, pour le reste du monde, il y a un vivier de talent qu'on peut aller puiser qui coûte peut-être moins cher que certains joueurs européens ou Afrique ou d'Amérique du Sud. Et donc là, on a commencé à plus s'impliquer par rapport à l'académie. Là, il y a maintenant ce qu'on appelle la MLS Next et MLS Next Pro, qui sont le nom des ligues des équipes de jeunes, de moins de 15 à moins de 17, à même réserve. Et c'est là aussi un autre endroit où on peut peut-être rentrer à 19, 20, 21 ans si on n'est pas dans une académie, que peut-être qu'on peut rentrer dans une équipe réserve et essayer de se tailler une place parce que là, ces ligues-là sont maintenant... il y a un contrat Apple, donc ces matchs-là sont maintenant en visuel et ça permet d'être vu, connu par d'autres équipes dans la ligue et pourquoi pas monter en MLS directement. Donc, tu sais, tu as l'avenue collège,
tu as l'académie que là, maintenant, les équipes investissent encore plus. Ils sont très intéressés à faire monter des jeunes. On les voit ici à Montréal. Bon, on a Rida Zouir, Nathan Saliba. N'oublions pas, Ismaël Koné vient juste d'être transféré du CF Montréal à Watford pour 8 millions. Ce sont des choses qui étaient un peu étranges ici parce que le système nord-américain de sport, NBA, Ligue nationale de hockey, NFL, c'est échange de joueurs pour joueurs ou joueurs pour plus de joueurs. Là, c'est un retour monétaire sur un investissement de joueurs. Et donc là, on voit beaucoup plus de concentration sur le produit de l'académie, de monter les jeunes, leur permettre le temps de se développer, de démontrer leur savoir-faire. Mais comme j'ai dit, il y a la NCAA et il y a maintenant la MLS Next Pro qui est un autre endroit aussi où il y a des joueurs qui peut-être ne sont pas pros ce qu'ils sont, mais peuvent essayer de rentrer là et démontrer que moi, je peux rentrer dans une deuxième division ou troisième division et attirer les yeux et monter en MLS. Prenons Mo Farsi, qui lui a joué en Canadian Premier League, est allé en MLS Next Pro et a signé finalement en MLS au Columbus Crew. Et là, il est un partant clair. Et là, maintenant, il passe d'un joueur méconnu à un joueur qui a une valeur dans la Ligue. Puis, à 22-23 ans, là, il a l'Algérie et le Canada qui sont intéressés à lui à l'international. Donc, ça fait que dans le storytelling, il y a plus d'une avenue qui te permet de peut-être devenir professionnel et de faire carrière dans le foot. Moi, je trouve ça super intéressant parce que je me dis, c'est vraiment c'est deux choses différentes parce que comme tu nous l'expliques, effectivement, de l'autre côté, nous, on a compris l'affaire, c'est aussi simple. En fait, c'est moi, j'ai des joueurs. À la fin de la saison, s'ils sont performants, je renouvelle les contrats, j'essaie de garder. S'ils ne sont pas performants, j'envoie en prêt ou sinon, je vends. C'est aussi carré que cela. C'est pas très, très compliqué. Par exemple, je veux prendre le cas d'Arsenal cette saison. C'est aussi simple. Moi, il y a des joueurs que j'ai envie de virer. Je suis désolé, les gars. Franchement, tu vois, Granit Xhaka, il nous a beaucoup aidé. Mais là, on sait tous qu'il doit partir. Donc, 10 millions, 15 millions à la Roma, à Leverkusen, on prend. Mais c'est un concept qui est différent, en fait, ici, où effectivement, c'est je te prête. Et même des fois, il y a des pics. Donc, comme on voit au basket, c'est la même chose. Des fois, ça peut échanger un joueur contre un first pick à un moment donné. Donc, tu es sûr qu'à la draft, tu as le premier joueur et tout. Donc, le système est différent. Mais moi, je pense que ça l'enrichit finalement encore beaucoup plus. Ça le rend beaucoup plus intéressant, ça le rend beaucoup plus attractif. Et dans un monde où le football européen devient, à mon humble avis, peut-être saturé de talents qui, des fois, malheureusement, ne sont pas vus parce que des fois, il y a peut-être même trop de talents, en fait. Tu n'as pas l'occasion de vraiment les détecter. Il y a des petits qui ont failli passer sous les mailles du filet, qui ont échappé. Pour prendre le cas de, je ne sais pas moi, il y a des joueurs qui, en France, peut-être n'auraient pas forcément réussi. Le cas d'un joueur comme Antoine Griezmann, peut-être à cause de son physique et tout, mais qui en Espagne a réussi à éclater et est devenu un des joueurs les plus grands, peut-être de l'histoire de l'équipe de France, en tout cas récente. En Amérique du Nord, je pense que tu n'as plus cette opportunité-là aujourd'hui et je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, on en a appris vraiment beaucoup. Moi, j'ai envie de quand même discuter aujourd'hui de ton club un peu, de ton Barça. Tu vois. Ouais. Parce que la vérité, elle est là. C'est que tu ne peux pas vraiment échapper, en fait. Tu vois, tu ne peux pas venir et puis échapper. Ici, c'est les outsiders. On n'aime pas les tocards. Le problème au Barça, c'est que cette saison, il y a eu trop de tocards et pourtant, ils ont été champions. C'est ça que je trouve assez paradoxal. J'ai envie de commencer d'abord par... c'est une équipe qui est dans une phase de transition, qui a un Xavi qui est arrivé. Ça a été un tout petit peu compliqué parce que c'est le Barça quand même. En plus, il y a beaucoup d'affection envers Xavi. Oui. Je pense que toi-même, tu as beaucoup d'affection envers Xavi en tant que style de joueur et dans son style, dans sa carrière et tout. Cette année, il est champion, mais son équipe, moi, à mon humble avis, de l'extérieur, elle est insuffisante, elle n'est pas prête. En Ligue des Champions, ça a été très compliqué. Finalement, tu te rends compte que le Bayern, il a fallu un City quand même pour les battre. L'Inter, ils sont arrivés en finale, donc ça montre le groupe dans lequel était le Barça, qui n'était pas encore prêt, que l'effectif est encore peut-être jeune, il y a des joueurs qui ne se gèrent pas. Moi, j'ai envie de savoir, en fait, globalement, c'est quoi ton feeling avant que je commence à attaquer Non, c'est bien que tu dis, oui, moi, Xavi, mais je pense pas juste le joueur, parce que j'ai compris que c'était une tête pensante. C'est sûr, alors, tout le monde va faire les comparatifs à Pep Guardiola, parce qu'ils ont joué au milieu, ça a été son coach, donc on se dit, peut-être qu'il va faire les mêmes choses que Pep, et pourquoi pas mieux. Le côté que je suis capable de faire, attendons, soyons patients, parce que je sais qu'au Barça, il n'y a pas de patience, ça n'existe pas, ce sont des clubs de haut niveau, on gagne tout, mais la différence entre lui et Pep Guardiola a joué avec des joueurs qui arrivaient à l'âge primordial dans leur carrière, 25, 26, 27, 28 ans. Xavi travaille avec des joueurs qui sont encore début vingtaine, et pour certains qui peut-être ont eu beaucoup de défauts, parvenant notre ami Dembélé, qui là, quelqu'un l'a cadré et dit hey, là, moi, je te mets pour te maximiser.
Là, c'est plus juste on joue parce qu'on aime ton talent, puis qu'on ne joue pas parce que là, tu fais autre chose ou tu es blessé. Et donc là, je vois qu'il y a un projet qui est à son départ. Et quand on prend le Real Madrid, même si on ne veut pas en parler parce qu'on le Barça, mais quand même, c'est une équipe qui arrive à la fin de son cycle. Benzema part, Modric est toujours là. Ils ont gardé toujours les joueurs d'expérience. Et la ruse, la qualité est capable de gagner la Ligue des Champions, peu importe. Tandis que le Barça a compris, mais n'avait pas le choix parce qu'il y avait les dettes. Il fallait aller chercher des joueurs d'une valeur moins élevée, jeunes, à potentiel, qui n'était pas quelque chose que le Barça faisait avant. Avant, le Barça, c'est on va chercher Samuel Eto'o, on va chercher Ronaldinho. Nous, on va chercher les joueurs qui sont déjà arrivés. Et là, on compte sur des Pedri et des Gavi qui sont très bons jeunes, mais qui sont encore des 20, 21 ans. Donc, on n'a même pas vu le top de leur qualité. On a même plusieurs joueurs, et là, on a gardé des Busquets là-bas, et là, on est capable de dire, bon, on a préparé l'avenir en pouvant laisser partir le passé. Et Je ne pense pas que c'est trop tôt. Comment je regarde les autres, je me dis, non, au niveau du Real, cette année, tu sais que Kroos et Modric, il reste encore 1 an, mais c'est vraiment pour encadrer Tchouaméni, Valverde, Camavinga et puis Bellingham qui Oui. vient d'arriver. Toi, tu perds ton Sergio Busquets qui était, d'après Xavi lui-même, fondamental. oui. Mais là, maintenant, les jeunes, ils sont laissés à eux-mêmes. Là. Maintenant, c'est vraiment toute la pression. Non, mais Parce que tout ce qu'on pouvait dire sur Busquets, quand les gars rataient un match, on pouvait attaquer Busquets, on pouvait attaquer Alba, on pouvait laisser les petits. Maintenant, ils sont à découvert à partir de la saison prochaine. ouais, non. Puis, Je suis d'accord avec toi, mais le football est le football des jeunes maintenant. Donc, ça veut dire que ces joueurs-là sont plus des vétérans plus tôt, parce que regardez Pedri, à 17 ans, il fait l'Euro. Personne ne savait c'était qui. Et là, on a dit, ce gars-là, on dirait qu'il joue comme s'il avait 24, 25. Et Gavi et ces gens-là ont confirmé qu'ils peuvent absorber la pression. Et un Busquets, ben maintenant, c'est arrivé où ce que dit, ben, on aimerait le continuer, mais c'est soit que tu restes puis tu joues moins, comme un Xavi, là, ces dernières années, dit, ben, tu vas jouer la moitié du championnat. Mais on a Frankie de Jong qu'on voulait tasser, qu'on a réalisé, ben, ce gars-là, il peut jouer partout au milieu, et même peut-être dans ma défense. Donc, on a réalisé et on a des dettes. Ça veut dire qu'on ne peut plus payer les joueurs à 25-30 millions par année, à part Lewandowski. Et c'est peut-être une raison pourquoi Messi, c'était si compliqué, parce qu'on n'a pas les ressources présentement, même si on est le Barça, on attire, on a une image, un branding c'est exceptionnel, mais qui permet de dire, ben, OK, Alba, tu peux partir parce que qui qu'on a à gauche, ben, il est là, le petit. Il l'a démontré. Donc, c'est des réponses qui te permettent de dire, il est temps de le laisser partir et surtout de le laisser passer avec respect. Parce que des fois, on te fait pousser par la sortie. Là, on t'a dit qu'on savait que tu nous amenais à un certain bout et que là, on est prêt à passer à la prochaine étape. Et d'une équipe qui est jeune, qui gagne de l'expérience. Et là, le championnat, c'était la première partie. Mais maintenant, Xavi, il sait, au Barça, ben, c'est pas juste championnat. C'est Coupe d'Espagne, c'est Ligue des Champions, n'importe quel. Oui. Il faut que tu sois en quart de finale, au moins dans la conversation de l'élite des top 8. Ce que le Barça a comme été en déclin les 2 dernières années. Puis on voit aussi le travail qui n'a pas bien été fait parce qu'on comptait sur qui? Ben, le petit génie. Parce que lui, il mettait 70% des buts, c'était lui. Et là, quand il est parti, ils ont réalisé, bah, au fait, c'est vraiment lui qui faisait que le Barça restait dans l'élite. Et là qu'il est parti, ben ouais, il fallait aller chercher d'autres joueurs. Parce que le petit, il était un peu l'arbre qui cachait la forêt. ouais, malheureusement. Il est petit comme ça, mais Il est petit, mais il est grand quand il a le ballon. il est con en fait. Il fait semblant, Messi, il a une aura extraordinaire. Et effectivement, il quitte ce Barça-là et tu te rends compte qu'il y avait un déficit, un tout petit peu. Lewandowski a comblé ce déficit-là. Cette année, ça les a beaucoup aidés en Liga. J'ai envie que tu me dises, c'est quoi ton feeling, toi, en tant qu'ancien joueur qui a de l'expérience et puis qui a eu l'occasion de coacher aussi. Aujourd'hui, tu es consultant à la télé. Tu regardes le football, tu vis le football. Ansu Fati, il est trop sous pression ou c'est quoi, en fait? Là, autant que moi, j'aimerais voir Ansu Fati rester puis éclore parce qu'on voit il a le talent, il l'a démontré dès qu'il est arrivé les premières minutes. Mais maintenant aussi, il y a le côté Ansu Fati qui dit, ben, est-ce que je veux être un joueur secondaire au Barça ou partir quelque part ou est-ce que je redeviens un joueur prioritaire? Et là, peut-être que je peux m'éclore en sortant du Barça. C'est une bonne question. Puis en plus, on l'a parlé, le Barça doit, pour ramener, il faut liquider. Et donc, qui a de la valeur? Ben, ce sont ces jeunes joueurs qui n'ont pas rempli leur potentiel, mais qu'un club se dit, bah, ils ont 22 ans, puis potentiellement, ils pourraient être un excellent joueur ailleurs. Et il va falloir voir ce que le Barça va faire, mais ils doivent, malheureusement, avec la dette,
Et puis la réalité que la Liga, ben, elle a un peu, pas un cap salarial, mais elle ne veut pas restreindre les équipes, mais elle veut qu'elles soient responsables financièrement. Et il faut que le Barça transfère 1 ou 2 ou 3, 4 joueurs pour pouvoir faire peut-être venir un joueur plus d'expérience. Parce qu'on a parlé de Gundogan et tout, mais il faut que quelqu'un, faut peut-être 2, 3 parts pour qu'un arrive et a un salaire. Parce qu'on ne va pas se cacher, Gundogan va venir là, pas pour jouer pour le Barça, il va venir jouer parce qu'il sait que c'est le Barça et on le paie à la valeur qu'il considère qu'il... En fait, il n'y a pas beaucoup de bénévolat de nos jours dans le football. Non, ça n'existe pas le football. On a vu les pétrodollars que ça. Donc J'avoue que le choix est aussi assez vite fait. Quand tu approches de la trentaine et que tu sais qu'il te reste peut-être 2, 3 ans, sachant que les jeunes sont de plus en plus précoces, et d'ailleurs c'est un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi et est-ce que tu penses que même c'est pas ça qui fait que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir ces joueurs d'expérience là? Aujourd'hui, tu as Lamine Yamal qui commence premier match, il rentre comme ça. Il a même failli faire une passe décisive en plus. Quand tu regardes vite fait comme ça, il aurait pu, voilà. Il a 16 ans, quoi. En fait, c'est... Toi, tu imaginais ça, toi, Patrice? Quand tu me dis, parce que Patrice, lui, il arrive en Europe, 23 ans, il truc. Je dis, non, ça, c'est un fighter. Ça, c'est un gars, il s'est battu, tout ça. Il sait comment le chemin, c'est pas simple et tout. Les petits, aujourd'hui, 16 ans, ils sont là, ils sont dans le vestiaire, assis, ils sont prêts. Bientôt, leur parler de contrat pro et de machin. Et puis Même si on parle de contrat pro déjà. Mais en fait, on en est où? Non, le monde du football, c'est fait pour les jeunes, ça a toujours été pour les jeunes, mais les jeunes qui arrivent, 17 ans, sont déjà des professionnels. Ils sont déjà aguerris, ils ont une volonté de dire, moi, à 16 ans, je suis aussi bon que le gars qui a 24, 25 ou 28. Et ils sont déjà dans le monde professionnel de leur façon de s'entraîner, de l'éthique. On sait toute la récupération, tout ce qui vient, les entraînements supplémentaires. Par le temps qu'ils arrivent à 17-18 ans, ils sont déjà dans le moule pro. Avant, Lionel Messi arrive à 16 ans, on lui dit, prends tes minutes tranquillement, et puis après ça, il marque quelques buts, puis wow, on est un. Mais là, tu as des Pedri de ce monde qui jouent comme si ça faisait 10 ans qu'ils étaient au Barça, mais ça fait juste 3-4 ans. Et c'est ça la réalité, que maintenant, il y a tellement de jeunes qui poussent, et le sport va tellement vite, la vie va tellement vite, qu'on veut des résultats toujours concrets rapidement. Et il y a toujours quelqu'un qui arrive, qui est prêt à pousser, qui est prêt à faire ce que tu fais maintenant, peut-être mieux, peut-être plus rapidement, exécuter plus vite. Et c'est là la guéguerre du monde du foot. C'est, est-ce qu'on met des jeunes parce qu'ils sont prêts, mais on sait que c'est la constance et la durabilité qui te dit ta carrière. Parce que Messi et Ronaldo, on les juge sur quoi? Sur 10 ou 15 ans de dominer. Et Erling Haaland, Mbappé, c'est la même chose. Ils sont jeunes, mais ils confirment année après année après année. Mais on est un peu dans le monde des réseaux sociaux, TikTok, tout va beaucoup plus vite. Donc, il y a toujours une nouvelle star qui arrive. Et là, c'est curieux, c'est de voir, tu vois, on parlait d'Enzo Fati. Mais maintenant, il y a toujours un autre joueur qui arrive. Mais dans 2-3 ans, est-ce qu'on va parler de ces mêmes joueurs-là encore? Il y en a beaucoup qui viennent pour le 15 minutes de fame. Mais après ça, regardons ceux qui ont des carrières, qui sont là depuis 5, 6, 7 ans, puis qui performent, peu importe que c'est au club initial ou ailleurs. Mais c'est ça la réalité, c'est que les jeunes, ils sont tellement prêts maintenant. En plus, tu as la pression du numéro 10. Un numéro qui, même d'ailleurs, Patrice, entre nous, il fallait le retirer ou pas à la nord-américaine. Ils auraient pu retire le number, là, le number de Messi. Je veux dire, là, franchement... Non, parce que ça, pour rapport au numéro 10, moi, je ne suis pas un croyant de retirer les numéros, parce que les numéros ont une histoire. Et pourquoi on va toujours parler de Messi ou on va parler des autres joueurs? Parce qu'avant Messi, c'est Ronaldinho. Alors, Ronaldinho, c'est Rivaldo. Donc, il y a toujours une histoire par le numéro. Dès qu'on enlève le numéro, ouais, on va dire Messi, mais on ne parlera plus du numéro 10. Il n'y aura plus du numéro 10 qui vont porter. Donc, je comprends l'aspect, ça arrête parce qu'il était tellement fort qu'il faut enlever le numéro. Et moi, je dis que l'histoire continue. Et l'histoire, elle est juste plus belle parce qu'on va toujours faire un comparatif aux autres qui étaient avant et qui portaient le numéro. Mais ça, c'est pour le numéro 10. Mais pour revenir, personne n'est prêt, et surtout pour devenir millionnaire. Parce que ces jeunes-là, ils deviennent millionnaires à 16, 17, 18 ans. Déjà là, on sait bien, rentrer dans le marché du travail, c'était déjà un défi. Rentrer, je travaille, j'ai un salaire, je dois rentrer à des heures. Là, on demande à des joueurs de performer, mais tu as de l'argent que ta famille n'a jamais vu et tu as des accès que tu n'étais pas prêt pour. Et donc, ça, c'est la gestion. Famille, entourage, tes valeurs, de bien te mettre sur terre parce que tout ce qui vient alentour, c'est un nuage ou c'est le soleil. Mais le soleil, à un moment donné, quand le nuage passe, les amis, ils partent et ça peut devenir une pression. Et quand on parle beaucoup d'anxiété, d'incertitude, de dépression, les joueurs le vivent aussi parce qu'on compare ça, on voit les salaires, on dit comment tu peux être pas bien dans la vie quand
Tu te promènes en Audi ou en BMW ou n'importe quoi, au Bugatti. Mais ça, ce sont juste des choses de réflexion, de surface. Mais après ça, il y a la réalité de performance. Et Ansu Fati, imagine blessé, tu es au FC Barcelone, tu portes le numéro 10. On te dit que tu vas être le prochain à soulever les foules et à faire gagner le club. Et là, quand tu ne peux pas performer, tu as toute cette tension. Et lui, quand il sort, Ansu Fati, oui, mais Ansu Fati, on t'attend que tu sois le prochain Lionel Messi. Tu as des grosses pointures à changer. Donc, c'est la gestion. Moi, je pense que c'est l'entourage qui doit être très bon à l'entour des joueurs parce que dès que tu fais beaucoup d'argent, qu'est-ce qui arrive? Plein de monde te sollicite. Et si tu n'es pas bien blindé, c'est pour ça que j'aime bien Kylian Mbappé parce que c'est sa famille. Sa famille, ils sont carrés. Le papa, la maman et l'avocat. Oui, pour que lui continue à juste se concentrer, à dire, moi, j'aime sa mentalité parce que lui, c'est un killer. Lui, c'est dans la mentalité de Thierry Henry, des grands. Et lui, moi, il y a des records, je veux établir, je veux battre. L'argent, il vient, mais moi, je veux être performant. Je veux toujours des Coupes du Monde, des Ligues des Champions, des titres. Et donc ça, tu vois que c'est quelqu'un qui... On le paye pour sa valeur, mais lui, sur le terrain, il est concentré, il sait qu'est-ce qu'il doit faire parce qu'il est bien barricadé pour le protéger de la réalité d'être un joueur professionnel et surtout braqué sur les médias. Et on se bat. Puis en plus, en Europe, on regarde tout ce que tu fais. Et les partisans, dès que tu pars, on l'a vu, hein, les amis à Paris, ils viennent frapper à ta porte, que tu t'appelles Lionel Messi ou Neymar. Donc... Alors là, moi, j'ai été choqué. J'avoue que les gars, ils sont allés carrément chez Neymar. Ils ont fait les manifestations là-bas. Jusqu'à le maire de la commune, il s'est plaint, en fait. Le maire de la commune et tout ça, il s'est plaint. Et ça m'a étonné, en fait. Il a accusé plutôt Neymar. En fait, c'est la faute de Neymar que les gens viennent dans le quartier. J'étais comme, bon, c'est assez compliqué. D'ailleurs, j'ai envie d'avoir cette perspective-là, tout petit peu, de savoir au niveau de la pression. Parce qu'on sait que, genre, on le voit de l'extérieur, donc NBA, NFL, NHL, on sait que c'est high pressure. Tu rentres, t'es first pick au draft et tout, on s'attend que, voilà, il se passe quelque chose, tu as peut-être Rookie of the Year, etc. Tu vois, donc, il y a toute une attente, en fait. Dans le monde du football, est-ce que c'est comme ça pour ces jeunes-là, disons? Est-ce que c'est peut-être pas ça qui leur permet d'être dans un cocon et d'arriver en Europe jeune, mais mature en même temps? Donc, tu as un Alphonso Davies qui arrive quand même jeune, mais on dirait que le cocon nord-américain est fait de telle sorte que tu es peut-être protégé ou mieux. Oui, tu arrives et tu es prêt, en fait. Oui, mais il y a une préparation qui est, je ne vais pas dire plus simple, parce qu'il y a toujours la pression de performer. Mais en Amérique du Nord, il n'y a pas la promotion-relégation. Et la promotion et les traditions sont peut-être pas aussi ancrées que quand tu es dans un club européen ou même un club en Amérique du Sud ou dans d'autres parties du monde, où les clubs ont des 100 ans d'existence, certains ont des titres, ont des habitudes. En MLS, tu es fini premier une année, tu peux finir dernier la prochaine. Et vice-versa, dépendant de comment on fait la gestion. Et donc, mais il y a la réalité de quand même jouer devant un public. Je prends mon expérience, j'ai commencé, je jouais devant 2000 personnes, 1500, déjà là, tu es content. Mais après ça, quand tu passes à la vitrine européenne, que c'est 20 000, 40 000, 50 000, et que tu as les foules à domicile ou à l'extérieur, ou que les partisans, quand ça va pas bien, ils te le font savoir en pleine ville, ou ce qu'en Amérique du Nord, le match fini, certains vont dire « Ah, bon match », même si tu as perdu 3-0. Tandis que, regardez, je vais vous donner un exemple. Napoli, on vient juste donner un cadeau à l'entraîneur Spalletti. Oui. Le cadeau, c'est quoi? C'est le guidon volé en 2021 parce qu'on a dit qu'il était nul et que l'équipe était au bas-fond. Et là, on lui a redonné ça. On dirait, bon travail, on te redonne ton guidon. C'est juste pour te dire, on est allé voler son guidon. Je ne suis pas sûr que ça se passe en Amérique du Nord. Donc, oui, en Amérique du Nord, et ils arrivent à vivre avec la pression de professionnels, de s'entraîner, de rigueur, de voyager, de jouer devant des bonnes foules quand même, parce qu'il y a quand même des foules de 40, 50, 70 000 personnes, dépendant des équipes et les villes que tu vas jouer. Mais quand tu passes à l'étape de l'Europe, et prenons un Alphonso Davies, il passe des Whitecaps de Vancouver, qui est un bon club dans la haie, à Bayern Munich. Et Bayern Munich est bien encadré pour permettre à un Alphonso Davies de ne pas être surpris par la pression et la réalité de ce gars, puis qu'on le laisse tranquillement rentrer. Ça, c'est un grand club. Il y a d'autres grands clubs où on leur est rentré, c'est que ça casse. L'Allemagne, d'ailleurs, même qui quitte la MLS, moi, j'ai l'impression que la plupart des jeunes vont d'abord en Allemagne, que je trouve qui est un bon champion. Tout à l'heure, tu parlais de Ousmane Dembélé. Une fois, j'ai eu cette réflexion-là en me disant, c'est parce qu'il a quitté trop tôt. Je dis, il a quitté, c'est qu'il est arrivé. Il a fait Rennes, Dortmund, 1 an, meilleur jeune joueur. Ah, ça va vite, hein? En fait, s'il avait fait 2 ans ou 3 ans à Dortmund,
peut-être que tu récupères au Barça un Dembélé qui ne se blesse pas, qui est calme, qui est posé, voilà, qui est mature en fait. Mais peut-être que tu l'as récupéré trop tôt. Et effectivement, je pense que l'Allemagne a cette mentalité-là aussi. Hein. Oui, les Allemands, c'est la rigueur. Ils ont quand même maintenu beaucoup de leur éthique de Qatari. Puis c'est un championnat beaucoup axé sur les jeunes. Ouais. Moi, quand j'y ai joué, c'était déjà la vague de compter sur les jeunes de 18 à 22. Et maintenant, va voir en Allemagne des joueurs qui ont 30 ans. Tu vas en voir très rarement. Les joueurs de 30 ans, c'est les gars qui ont 25. Et donc, maintenant, à 16, 17, 18 ans, en Allemagne, t'es partant, t'as joué 50, t'es proche de 100 matchs par 2-3 saisons. Et donc, c'était un bon endroit pour Alphonso Davies d'arriver dans un bon club à Bayern Munich parce que t'es bien protégé. Puis oui, il y a eu beaucoup d'historiques de joueurs américains ou même canadiens qui vont en Allemagne assez tôt et puis que c'est un bon départ, un bon tremplin pour rentrer en Premier League ou la Liga. Et puis mais après ça, c'est comment le club te prépare parce que certains clubs, on te paye, hein, tu dois performer, que tu es 18 ou que tu es 30. Et il y en a d'autres qui comprennent que 18, tu as un projet, tu as un investissement, puis qu'on veut que tu sois là sur le temps. Puis le Bayern Munich, normalement, on veut que tu sois là pour 7-8 ans et non pas juste une année. Effectivement. Écoute, Patrice, la discussion a été vraiment intéressante. Je pense qu'on pourrait rester là encore pendant des heures et puis bifurquer à gauche et à droite. J'ai envie de finir sur 2 points rapides. Le premier, c'est ton feeling personnel. Tu penses que dès la saison prochaine, le Barça, normalement, vous retenez le titre et vous gagnez une Ligue des Champions, ou tu as des attentes un peu moindres en te disant, comme tu m'as dit tout à l'heure, quart de finale, ça va, c'est bon, je lui donne encore un peu plus de... Non, le championnat, c'est clair. Le FC Barcelone doit trôner au championnat local. Là, ils ont déjà primé par-dessus le Real Madrid. Et le Real Madrid, je pense que c'était une équipe faite pour les tournois, que l'expérience des joueurs. Mais là, le Barça, ce qu'on attend, c'est Ligue des Champions. C'est passer à la deuxième ronde. C'est pas en Europa League. Le Barça, c'est pas un club d'Europa League, sans manque de respect à l'Europa League ou la Conference League. Et donc là, le Barça doit retrouver être premier de son groupe et passer au moins, je dirais, au 8e ou au quart de finale. Ça, c'est se remettre dans le bain de dire, ah là, tu es dans l'échiquier des Bayern, Real, où ce que tu étais un habitué, justement, d'être en quart de finale. Ça, c'est pour le Barça, clair, il faut. Et c'est les titres. Et là, il n'y aura pas d'excuse, parce que là, l'équipe, elle arrive à un projet cycle 2 ou 3 même maintenant. Ouais, en fait, tu n'as pas le droit de revenir. Non, là... L'évolution, il est temps de confirmer. Et la Liga, c'est déjà une confirmation. Mon deuxième point sur lequel je voulais finir, c'était le Canada. Quand même, j'ose pas finir. Là, Coupe du Monde, pour moi, elle s'est bien passée. Pour moi, franchement, elle s'est très bien passée. Moi, je trouve que la Coupe du Monde du Canada, elle a été bien parce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est important d'avoir le respect. Et quand ça fait aussi longtemps que tu n'étais pas allé à la Coupe du Monde, je pense que tout le monde est sorti en disant non, en fait, les Canadiens, là, parce que moi, je me rappelle, je parlais avec des Marocains, je parlais avec des Belges et tout. Dans leur tête, c'était on va venir, on va taper le Canada, on va passer à autre chose. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et la Belgique même, nous tous, on sait, c'était une victoire morale. Ils ont échappé. On sait que les Belges, là, normalement, ils devaient perdre ce match-là, ils ont échappé. Finalement, la Coupe du Monde, elle est dans quelques années. Ça va super vite, en fait, le cycle du football. 2026 va arriver très, très rapidement. C'est à domicile, qu'on le veuille ou non, pour ces 3 pays nord-américains. C'est quoi ton feeling, en fait, quand tu vois l'évolution du football? Comment le Canada a super bien joué. Tactiquement, franchement, j'ai aimé. C'était pas un foot qu'on pouvait stéréotyper, que les gens avaient une idée, peut-être un foot de bûcheron, kick and run, machin, à l'ancienne. Non, c'était tactique. On a joué au football. On a manqué d'expérience. Dans 3 ans, ce groupe-là sera plus mature. David, Davis, je les attends au tournant, là. C'est leur Coupe du Monde, 26, 27 ans, là. Donc, c'est quoi ton... Non, mais tu l'as dit, la Coupe du Monde, c'est le Graal. Mais quand il y va, ceux qui sont habitués, ils vont au prochain tour. On l'a vu. Même le Maroc, ils l'ont dit, nous, c'est parce qu'on a été à plusieurs Coupes du Monde qui nous permet de dire, là, on peut passer à l'étage supérieur parce qu'on a l'expérience. Le Canada est arrivé là, pas l'expérience. 36 ans avant, on était allé, puis c'était dans une autre époque où là, c'était tout le monde courait, hein, le football n'était pas aussi professionnel qu'il est maintenant. Mais ils ont pris l'avant-goût, c'était l'entrée. Mais là, tu sais, bon, OK, là, il va y avoir le plat de résistance avant de peut-être avoir le dessert et voir qu'est-ce qu'ils feront en 2026. Et c'est la culture de la gang. Ils ont compris que ça, c'est le haut niveau. Ça, c'est vraiment le très haut niveau. Et là, pour le maintenir, il faut gagner et il faut affronter d'autres nations de ce standing. Là, oui, on peut dire, OK, sur un match, la Belgique, on les a accrochés, on aurait pu gagner. Le Maroc ou la Croatie. Mais il faut les jouer régulièrement, ces pays-là. Parce que là, tu sais, c'est quoi le haut niveau. Oui, Alphonso Davies, Jonathan David jouent en Ligue des Champions régulièrement.
Mais le reste du Canada ne joue pas, si on veut dire, en Ligue des champions sur une base régulière. Et là, ils doivent commencer par essayer de remporter la Nations League, qui s'en vient bientôt, la Gold Cup, et de s'établir déjà dans sa région comme une force. Là, elle a dit, je suis là, j'arrive. Mais les États-Unis et le Mexique sont là depuis longtemps et ils dominent la nation. Pas pour rien, ils peuvent se dire, ils peuvent être arrogants parce qu'ils sont là et dire, année après année, c'est nous qui gagnons. Le Canada doit gagner, avoir cette habitude-là pour arriver en 2026 et là dire, non, là, je ne suis pas là juste pour participer, je suis là parce que je sais que je peux gagner contre les bonnes nations et potentiellement aller au prochain tour. On ne parlera pas de gagner la Coupe du Monde parce que ça, c'est une autre chose. Mais au moins, quand tu regardes des pays comme le Maroc, tu te dis, ben, regarde, qu'est-ce que ça leur a pris pour arriver à une histoire Cendrillon, comme on dit. En plus, c'est des jeunes qui ont inspiré, je pense, toute une génération. Donc, c'est cool aussi de voir l'évolution. Ah oui, non. Puis la hype durant la Coupe du Monde, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai que le soccer n'est pas le sport numéro 1, mais la vérité, c'est qu'il est... Moi, je pense qu'il n'est pas si loin que ça du sport numéro 1, en fait. Peut-être qu'il n'a pas encore cette visibilité-là. Et c'est cool de te voir à la télé, de te voir avec la MLS, avec Apple aussi, commenter ces matchs-là, parce que tu es une référence pour plein de jeunes. Il y a plein de jeunes qui ont eu l'occasion de te voir au Stade Saputo et tout. Donc, ça crée un lien et de dire, OK, ça évolue, ça a grandi, il y a cette passion du foot, il y a Messi qui arrive, il y a Kamal Miller qui va jouer avec Messi maintenant. Derrière, Kamal Miller, maintenant, normalement, il ne doit plus prendre de dribble. Vas-y-moi à l'entraînement, il va en prendre, mais il va être mieux en match. L'entraînement, on va tellement le dribbler qu'en match, normalement, il prend plus de dribble. C'est fini, normalement. L'équipe du Canada doit être, je dis bien, rassurée défensivement. En tout cas, Patrice, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Encore une fois, moi, je tiens à te remercier personnellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais la première fois que tu as accepté de t'asseoir avec moi, j'avais pas tant de followers que ça. Donc, c'était cool pour moi d'avoir la légitimité de quelqu'un de ce standing-là, de se dire, OK, bah, je vais m'asseoir avec un jeune comme ça, là. Bon, c'est un tocard, peut-être, hein, peut-être, et tout. Mais il a eu cette bienveillance-là, cette gentillesse-là de venir s'asseoir. Et puis, l'évolution s'est faite. Aujourd'hui, on s'assoit encore. Qui sait, dans quelques années, on va s'asseoir dans quel plateau pour discuter encore une fois. Encore moi, ça me fait toujours plaisir. Pour moi, tu es une référence dans ce football-là, ici au Canada. Et voilà, merci à toi. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à... Non, merci à toi. Et tu sais, sur la Coupe du Monde, ce qui est drôle, c'est bien, c'est que j'ai pu le vivre avec mes enfants. Et eux, quand la Coupe du Monde a fini, ben, ils se sont mis à dire, moi, je suis Mbappé, je suis Davis. Et ça stimule le futur. Et non, merci à toi, parce que, ben, comme au foot, tu es un jeune en potentiel qui a éclos à devenir un gars plus aguerri et qui a sa place maintenant dans la sphère du monde du foot. Et heureux d'avoir pu, je ne vais pas dire contribuer, mais avoir fait partie de ton parcours. Et ben ouais, on verra. Après ça, c'est peut-être les millions de followers. Et puis peut-être on fait ça à Barcelone, sur la Rambla, en train de parler d'un classico. Donc on verra, on ne sait jamais. Tranquillement, en train d'avoir deux invités, voilà, Messi, Xavi, et puis mon ami, le Ferran Torres. Comme d'habitude, mon ami Ferran Torres. On va finir sur ces mots-là. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme j'ai dit d'habitude, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Et on reste en santé, c'est le plus important. On est ensemble, tous outsiders.